Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon midi tout le monde. Bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean Saint-Pierre à l'animation de Côte-Nord Attitude. Cette semaine, on aura passé la semaine à co-animer sur l'heure du midi. Valérie Dionne, bonjour. Allô, Jean. Exceptionnellement avec nous aujourd'hui. Tommy Auger devrait être de retour à Côte-Nord Attitude la semaine prochaine. On sait qu'il est journaliste également à Cogeco TV. Programmation encore bien remplie ce midi. Valérie, on va d'abord parler avec le directeur général de la FTQ Construction de la situation au chantier Romaine. Là, les travaux ont bien sûr repris en 2017, mais il y a probablement de l'inquiétude pour les travailleurs. 4 décès en quelques années sur le chantier d'Hydro-Québec. Ça doit inquiéter des gens. C'est ce qu'on va voir avec le directeur de la FTQ, qui lui demande carrément une commission d'enquête publique suite à tous ces décès là. On a déjà là quelques ouvertures d'Hydro-Québec pour améliorer la sécurité. On en parle avec Yves Ouellette vers 12h15. T'as entendu parler de la coqueluche? On est-tu en épidémie de coqueluche présentement? Épidémie, c'est un gros mot, mais on va en parler avec Dr Claudette Vien, parce qu'à Port-Cartier, en particulier, il y a eu un nombre quand même inquiétant là de cas. Peut-être pas tout récemment, là, ça semble s'améliorer du côté de Port-Cartier. Il y a un problème peut-être plus sérieux du côté de Bécomo. Dr Claudette Vien est médecin conseil à la direction de la santé publique. Moi, je pensais qu'on avait tous déjà été vaccinés contre la coqueluche, mais il faut faire attention, là, particulièrement les jeunes de moins de 16 ans, les bébés en bas âge également. Il faut être très prudent. Docteur Claudette Vien nous explique ça à compter de 12h28. Tu t'es rendu ce matin au vieux poste de Sept-Îles, ça devait être beau? Oui, c'était très beau. C'est sûr qu'il faisait un petit peu froid à l'extérieur, mais à l'intérieur de la chapelle, c'était bien chauffé. Donc, on était très, très bien pour aller assister au dévoilement de la programmation de la 2e édition du Festival des Hivernants. On a misé encore une fois, mais je trouve vraiment que c'est une belle programmation. On a misé sur les arts, on a misé aussi sur les sports d'hiver, entre autres avec une randonnée. Il y aura toujours des spectacles en soirée aussi. On va être bien animés. Sept-Îles, on sait, l'hiver est quand même assez bien présent. Faisons-en quelque chose d'amusant, puis approprions-nous cet hiver-là. Et c'est ce que veut faire le Festival des Hivernants. Ça aura lieu du 2 au 5 mars prochain au Vieux-Poste et on va recevoir Julien Pichery, qui est le coordonnateur du festival, justement pour venir nous donner un aperçu de ce qui nous attend au mois de mars. Et en fin d'émission, tu sais qu'hier, il y avait Cégep en spectacle dans le hall du collège hier soir. Et là, vendredi, c'est du côté du petit théâtre du centre social où on présentera le IASI en spectacle. Finalement, c'est secondaire en spectacle, la finale locale pour l'Institut d'enseignement de Sept-Îles, l'école privée. Mélissa Chénard sera avec nous pour nous en parler. Mais aussi, 3 jeunes, là, c'est quand même très formateur. On peut pas juste être sur scène, en hors de la scène, là. Il y a 2 organisatrices des jeunes de l'école IASI qui seront avec nous, Maya Pouty et Simon Leblanc, de même que Maude Lapierre qui est responsable, elle est journaliste radio en fait à la radio étudiante de l'IASI. Elle va nous parler de son expérience et de ce qu'elle fait là, comment elle a couvert ça pour ce qui est de secondaire en spectacle. Donc ça, c'est en fin d'émission Côte-Nord Attitude. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Mais d'abord, on a les données de Recensement Canada. Depuis quelques jours, ça circule abondamment dans les médias. Chacun en fait son analyse par région. La population de la Côte-Nord, elle a diminué de 2,4% entre 2011 et 2016. La chute est plus marquée dans certains villages comme Baie-Trinité, baisse de 18,8%. Port-Neuf-sur-Mer, en Haute-Côte-Nord, une baisse de population de 21%. La baisse de la population sur 5 ans a été de 1,1% à Sept-Îles. Par contre, on note une hausse de 2,2% à Port-Cartier, 7% à Ouachat et 17% à Maliotenam. Dans presque toutes les communautés inoues de la Côte-Nord, le nombre de citoyens est en augmentation, sauf à Betsiamit. Du côté de Bécomo, on a perdu 2,6% de la population entre 2011 et 2016. Fermont, 14%, Forestville,
Blainville, 6%. En Mingani, on note une légère hausse à Havre-Saint-Pierre de 1%, mais des baisses là dans presque tous les villages autour, 12% à Guaniche, 9% à Rivière-au-Tonnerre et même chose, 9% à Longue-Pointe de Mingan. Le bilan démographique est négatif pour les 3 régions de l'Est du Québec, mais la population a augmenté grâce à l'immigration pour l'ensemble de la province, qui compte maintenant plus de 8 millions de personnes, alors que la population canadienne dépasse les 35 millions. Les députés péquistes de l'Est du Québec sont convaincus que les professionnels et les patients feront les frais de la réforme Optilab du ministre de la Santé, Gaétan Barrette. Le caucus des 6 députés, présidé par Lorraine Richard, croit que le projet, qui ne sera pas rentable avant 4 ans, causera des dommages quant à la santé psychologique des travailleurs concernés. La députée de Duplessis qualifie Optilab de réforme inutile et purement administrative. Tous les technologues, du laboratoire du réseau de la santé sur la Côte-Nord deviendront dès le 1er avril des employés du 6 Saguenay-Lac-Saint-Jean. La FTQ Construction se réjouit d'une avancée syndicale importante au chantier Romaine. Un travailleur de la région, Jean-Yves Noël, est nommé pour surveiller à temps plein la sécurité au chantier d'Hydro-Québec. Il est sur le chantier comme travailleur depuis les débuts. Jean-Yves Noël, va exercer cette nouvelle fonction. La FTQ salue aussi la décision d'Hydro-Québec d'intégrer 3 autres représentants syndicaux pour ce qui est avec des responsabilités en prévention sur le chantier. Le syndicat demande toujours une commission d'enquête à la suite de 4 décès survenus depuis le début des travaux au nord de Havre-Saint-Pierre. Le directeur général de la FTQ Construction, Yves Ouellette, on attend son appel. Il devrait être avec nous dans quelques minutes. Le chef des Inuits d'Equanichit, Jean-Charles Pietachot, demeure ferme dans le dossier d'Anticosti. Il persiste et signe en affirmant qu'aucun forage ne sera toléré, même si le gouvernement Couillard a autorisé Pétrolia à compléter les travaux exploratoires. Le chef Inuit reproche au gouvernement du Québec son incohérence dans le dossier. Québec donne son appui à la démarche de reconnaissance de l'île Anticosti comme patrimoine mondial de l'UNESCO, mais respecte l'entente de prospection du gaz et du pétrole de schiste. Jean-Charles Pietachot rappelle que son peuple n'a jamais renoncé à ses droits sur ce territoire. Les Inuits d'Equanichit déplorent ne pas avoir été consultés. Il n'exclut aucun moyen pour stopper le forage avec fracturation prévu à l'été 2017. Le conseil de bande interpelle présentement les tribunaux. Les pêcheurs de crabes de la Côte-Nord pourraient retarder la saison 2017 en raison d'une décision de la Régie des marchés agricoles et alimentaires, qui leur est défavorable. Le tribunal administratif a tranché le litige entre les propriétaires d'usines de transformation et les pêcheurs de crabes en accordant un prix différent pour chacune des 14 semaines de pêche du printemps 2016. Le prix au débarquement a été plus élevé en fin de saison alors que la pêche s'effectue dans les premières semaines. Le président de l'Office des pêcheurs de crabes, Paulo Gionnet, est déçu de la décision de la Régie des marchés agricoles. Il croit que les commissaires gèrent le crabe comme si c'était du poulet finalement. Dans sa décision, la Régie critique sévèrement l'industrie du crabe de la Côte-Nord qui n'arrive jamais à s'entendre sur le prix dans le cadre de négociations. Le directeur de l'Association québécoise de l'industrie de la pêche, Jean-Paul Gagné, espère une entente négociée cette fois d'ici le printemps. Il croit que les pêcheurs prennent un risque s'ils retardent le début de la saison puisque le prix sur le marché de Boston s'annonce élevé dès le départ cette année. Aluminerie Alouette célèbre ses 25 ans d'opération. L'entreprise de Sept-Îles a franchi la barre des 10 millions de tonnes d'aluminium produites. Alouette remettra 25 arbres matures à la ville de Sept-Îles pour une plantation symbolique. Plusieurs activités toucheront les premiers ambassadeurs de l'aluminerie, les employés et les retraités. D'autres surprises seront dévoilées au cours de l'année. Le projet d'aluminerie faisait l'objet de discussions dès les années 70. Il a pris forme en 1987 avec l'implication d'acteurs politiques et économiques, dont le maire de Sept-Îles à l'époque, Jean-Marc Dion, et la Société générale de financement. Inaugurée en 1992, l'entreprise indépendante regroupe 5 actionnaires, dont Rio Tinto. Alouette est devenu le plus important producteur d'aluminium de première fusion des Amériques, avec la phase 2 terminée en 2002. Pour le président et chef de direction Claude Boulanger, les communautés d'accueil, Sept-Îles, Ouachat et Maliotenam peuvent être fiers du chemin parcouru par une entreprise qui excelle depuis déjà 25 ans. Et voilà pour ce bulletin d'information régionale. Dans quelques instants, on s'entretient avec le directeur de la FTQ Construction, Yves Ouellette. Attitude. Tonnerre fait son entrée dans la boîte de départ, suivi par CAA. Le départ est donné. Excellent.
Excellente lancée pour Biscuit, mais c'est A remonte. Il a un galop exceptionnel. Il double Tonnerre. Il double Biscuit. Il double et il gagne! Ce week-end, gagnez encore plus à être membre CAA. Tous les deuxièmes week-ends du mois, doublez votre remise en dollars CAA et obtenez jusqu'à 6 sous par litre lorsque vous passez à la pompe chez Couche-Tard. Couche-Tard, simple comme bonjour. Détail en magasin. Au Resto Bar L'Ambiance, c'est le week-end de la Saint-Valentin. Samedi le 11 février et mardi le 14 février à partir de 17h avec tous les repas dont le coût est de 24,95 et plus, nous vous offrons le dessert et le café. Et ce n'est pas tout, à l'achat d'une bouteille de vin de 750 ml, vous aurez une réduction de 15%. Donc pour la Saint-Valentin, que votre souper d'amoureux soit samedi ou mardi, pour être dans une ambiance qui a de l'ambiance, réservez vos places au Resto Bar L'Ambiance. 88 961 4111. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Eh bien, la situation au chantier Romaine en Mingani préoccupe la FTQ Construction. On en parle à l'instant avec le directeur général, Monsieur Yves Ouellette. Bonjour. Bonjour. Monsieur Ouellette, vous êtes à Montréal. La tempête a passé vite chez vous aussi, là. On est dans le froid comme ici? Oui, mais sauf que là, tout ce qui avait tombé comme neige est tout totalement glacé, là, mais bon, c'est l'hiver, hein? C'est correct. Ah, faut vivre avec l'hiver, faut l'apprivoiser même. Au chantier Romaine, comment on vit l'hiver? Là, je sais que vous avez des contacts avec les gens assez régulièrement quand même. Il y a des agents, des représentants de la FTQ Construction qui sont sur place. Beaucoup de membres qui sont sur le chantier depuis plusieurs années. Maintenant, c'est un des gros chantiers au Québec. Est-ce que vos gens sont préoccupés suite aux 4 décès, là, dont celui assez récent, en décembre dernier quand même, de Luc Carpin, là? Ben c'est sûr que ça laisse des traces. Un décès, celui de Charpin, mais les autres qui ont arrivé avant, ça laisse toujours des traces sur les travailleurs. C'est sûr que c'est préoccupant, mais écoutez, comme vous avez dit, depuis le début de janvier maintenant, on a des représentants en prévention qui sont sur le chantier. Ces représentants en prévention, c'est totalement syndical qui ont été embauchés. Oui, ça s'ajoute à ceux d'Hydro-Québec, hein. Je pense qu'Hydro a déjà des gens en prévention sur place. Oui, excepté que leur rôle, c'est totalement de s'occuper de prévention sur le chantier. Faire le tour, sont syndicales, leur rôle est totalement voué à ça, mais ils travaillent en collaboration avec Hydro-Québec, c'est sûr. Mais écoutez, c'est quelque chose qu'on se bat pour depuis des années et Hydro est extrêmement récalcitrante à ça, mais bon, suite aux événements, et je trouve ça extrêmement désolant que ça ait pris des décès pour en arriver là, mais au moins, là, on est là. On a des représentants en prévention, c'est un plus pour la santé et sécurité, et ça, les travailleurs l'apprécient énormément. Et en plus, vous avez choisi votre monde. Jean-Yves Noël, il est bien connu à cette île, c'est un travailleur d'ici, mais je pense qu'il est là depuis les débuts là au chantier Romaine. Il doit savoir quoi surveiller, le gars, là. Ah, Jean-Yves, écoutez, là, c'est un personnage, hein, c'est une personne extrêmement compétente. Il vient du coin, comme vous avez dit. En plus, ben oui, il est là depuis pratiquement jour 1 de la Romaine. Il est apprécié des travailleurs, apprécié de tout le monde. C'est une personne extrêmement compétente. Fait que oui, je pense que le choix était extrêmement bon. Ben, presque dans le temps des fêtes, là, Hydro-Québec avait quand même annoncé, réuni d'urgence à un moment donné le conseil d'administration. On a formé un comité spécial. On a mandaté une firme indépendante pour regarder les pratiques, là. C'est ça qu'il faut voir. Pour vous, c'est pas suffisant, ça? Non. Et ça, écoutez, représentant de prévention, oui, c'est une étape qu'on aurait dû avoir depuis longtemps, mais bon, écoutez, on est rendu là. Mais pour le reste, nous, on avait demandé une commission d'enquête. Je pense que le Parti québécois avait demandé une commission parlementaire, et c'est encore dans nos tables, ça, là. Il faut faire la lumière sur ça, puis c'est pas parce qu'on a eu des représentants de prévention qu'on va laisser aller. Je vous dis pas qu'Hydro fait pas une job en essayant avec la firme qui ont engagé tout, mais au-delà de ça, il y a des réponses qu'il faut qu'ils aillent donner. Il y a des choses qu'il faut savoir. Les travailleurs ont des questionnements, et je pense que la commission d'enquête ou une commission parlementaire va peut-être réussir à élucider des questions qu'on a.
Oui. C'est pas notre premier chantier hydroélectrique sur la Côte-Nord, Monsieur Ouellette. Là, on a fait SM3, on a fait tout le Noustouk. On a beaucoup d'expertise là-dedans. Mais il faut comprendre qu'Hydro-Québec donne tout à contrat, là, quand on construit des centrales hydroélectriques comme on le fait à la Romaine. Le problème, il est où, d'après vous, là? C'est les sous-traitants qui embauchent les gens, là, dont ceux qui, malheureusement, sont décédés. Est-ce que c'est dans la relation entre Hydro et ses sous-traitants qu'il faut regarder? Les rapports, c'est justement la commission d'enquête ou la commission parlementaire pourrait nous donner des réponses à ça. Mais il faut s'entendre, puis pas rien que la Romaine. La majorité des chantiers au Québec sont rendus. Il faut que tu arrives aujourd'hui, il faudrait que tu aies fini hier. Oui. Ça marche pas. C'est ça, Hydro, il paraît qu'il y a des primes si tu respectes tes échéanciers, encore une autre prime si ça va plus vite. Ça favorise pas la sécurité tout le temps, ça. Ça l'incite pas à ça. Et justement, quand je vous dis, c'est l'importance d'une commission d'enquête, d'une commission parlementaire, c'est justement de faire ressortir ces choses-là, puis peut-être de faire réfléchir le monde. Parce que là, il faut que ça arrête, il faut que ça réfléchisse. Et dans la construction au Québec, là, on représente 5 de la main-d'œuvre, puis 25 des décès. C'est des chiffres qui sont inacceptables. Ça devrait même pas être ça. Ça se peut pas que ça soit ça. Ouais. À quelque part, il faut que l'organisation du travail, là, ça importe. Puis l'argent, c'est pas ce qui compte le plus. Oui. Moi, je pense pas que demain matin, que si la Romaine commence pas à produire demain, là, que les maisons vont manquer d'électricité. C'est pas vrai, là. Ouais. En même temps, Hydro-Québec, c'est une société d'État, il y a le gouvernement qui est derrière ça. Ça devrait être un modèle en termes de sécurité sur les chantiers. On a vécu des chantiers majeurs comme la phase 2 d'Alouette sans accident, et puis là, on se ramasse avec 4 accidents au chantier Romaine. Hydro, on le sait que c'est on voudrait qu'il soit un modèle, finalement. C'est un peu ça votre message. C'est sûr. Écoutez, probablement ça appartient aux Québécois, on va commencer par ça. Ça nous appartient, puis je pense que s'il y a une compagnie qui doit montrer le chemin sur la santé et sécurité, c'est Hydro. C'est un des gros donneurs d'ouvrage au Québec. Les travailleurs sont fiers de travailler là. Et écoutez, au Québec, là, travailler dans l'industrie de la construction, c'est une fierté. Mais à partir de là, quand tu t'en vas travailler, tu vas gagner ta vie, tu ne seras pas là pour la perdre. Ouais. Je pense que tout doit être toujours mis en œuvre pour que la personne qui part le matin avec tous ses morceaux, qu'elle revienne le soir avec tous ses morceaux, puis qu'elle soit capable de travailler sécuritairement. Et ça, c'est le but numéro 1. Oui, puis je suis sûr que chez Hydro-Québec, ils entendent ça, ils sont d'accord avec vous. Là. Est-ce qu'il y a des discussions directes entre le DG de la FTQ Construction puis, je sais pas moi, le PDG d'Hydro-Québec ou à d'autres niveaux là pour régler ces affaires-là sans passer par les médias? Peut-être bien, il se fait des choses sur le terrain aussi, j'imagine. C'est sûr. Écoutez, puis c'est pas rien que le DG de la FTQ Construction, je veux dire, tous les intervenants syndicats de la FTQ Construction qui ont une chance de discuter, d'améliorer le sort des travailleurs, d'améliorer la santé et sécurité. On est en discussion avec tout le monde, justement, pour qu'à chaque jour, on soit de mieux en mieux, puis que ça aille de mieux en mieux, puis qu'il y ait de moins d'accidents, puis de moins de décès. Et ça, c'est primordial. C'est à suivre, là, tout ce qui se passe au chantier Romaine. Il y en aura peut-être une commission d'enquête, à ce que je sache, là. Il y a personne qui a dit non totalement, là, à ce que vous demandez une commission d'enquête. Non, mais soyez sûr qu'on va être extrêmement vigilants. Monsieur Ouellette, il nous reste quelques minutes. J'aimerais ça vous parler de notre ami Bernard Rambaud-Gauthier qui s'est lancé en politique en décembre dernier. Au niveau de la FTQ, ça vous dérange pas en autant qu'il fait son travail, quoi? Écoutez, nous, premièrement, on va s'en rendre, oui, mais c'est ça. Bernard travaille pour une de nos associations, pour le local 791. C'est l'employé du 791. Mais au-delà de ça, nous, quand on pense que qui que ce soit veut aider ses concitoyens, veut améliorer le sort du peuple, on peut pas être contre ça. De l'autre côté, un représentant, autant moi que vous ou n'importe qui est libre d'avoir ses affiliations politiques, hein. Fait que c'est son choix, on se mêle pas là-dedans. C'est pas à nous à se mêler de ça. Nous, Bernard travaille avec le 791, puis il fait sa job, puis c'est ça, là. Bref, le côté de nos affiliations politiques, ça nous appartient tous, hein, pour les raisons qu'on veut bien. Oui, mais il y en a beaucoup qui y vont sur la place publique. La FTQ a régulièrement appuyé le mouvement souverainiste, soit le Bloc, soit le Parti québécois. Là, c'est quand même un nouveau parti. Vous pensez qu'il va y avoir beaucoup d'appui dans le milieu syndical? Ça Côte-Nord, il va y avoir des appuis, c'est sûr. De quelle nature, de quel ordre, c'est à suivre? Comme je vous dis, c'est une chose qu'on veut pas, nous, on n'a pas avec les constructions, on n'a pas de penchant politique. L'important, c'est que nos travailleurs, nos travailleuses aient des bonnes conditions de travail, qui travaillent dans des milieux sécuritaires, puis que ça soit le parti en place, il faut que
Ça, c'est une des choses primordiales. C'est ça, nous autres, qui compte le plus. Ouais. Fait qu'à partir de là, écoutez, on prend pas position sur personne. Je pense que nos membres, en plus, c'est du monde intelligent, c'est du monde qui savent ce qu'ils vont faire dans la vie. Ils ont leur essence. Non, je pense que tout le monde est capable de faire la part des choses. Ouais. En temps et lieu, est-ce qu'il va y avoir l'appui des voilettes quand on va être en campagne pour vrai, là? Je me prononce pas là-dessus parce que, comme je vous ai dit, mon rôle, c'est d'aider mes travailleurs pour l'instant, mes travailleuses. Puis améliorer le sort de pas rien que ceux de la construction, de tous ceux qui sont au Québec. Ouais. Un journaliste a le droit de s'essayer quand même. Mais quand même, son dossier, comprends. Bernard Gauthier, là, qui l'a fait connaître sur la Côte-Nord, en tout cas, ça a été beaucoup son travail acharné, là, à défendre la main-d'œuvre régionale, qu'il y ait de plus de main-d'œuvre régionale possible sur les chantiers comme Hydro-Québec. Actuellement, on est peut-être proche de 50% de gens, là, qui ont leur carte de la construction, qui viennent de la Côte-Nord, puis l'autre moitié qui vient d'un peu partout au Québec. Ça ramène, vous voulez dire? Moi, je pense que c'est autour de ça, 48-50%. Moi, ce que j'ai entendu, je vais vous dire, puis là-dessus, là, vous pouvez être sûr que la FTQ Construction a tout le temps été là. Puis elle va continuer à l'être pour tout, pas juste la Côte-Nord. Vous avez des membres partout au Québec, Oui, on a du monde partout, mais on a tout le temps eu la même mentalité de dire, écoutez, on va commencer par faire travailler le monde des régions chez eux. Puis c'est sûr qu'il vient qu'il y a une pénurie, puis c'est sûr qu'il va y avoir du monde d'ailleurs, mais commençons par respecter le fait régional, et ça, c'est extrêmement important. Et c'est aussi bon pour la Côte-Nord, aussi bon pour le Saguenay, aussi bon pour l'Abitibi. C'est une logique. Ouais. À partir de là, je pense qu'en ce moment, même, il y a eu des choses suite aux interventions de la FTQ Construction, de Bernard et tout, parce que on va s'entendre qu'on a du bons représentants de sa Côte-Nord. Ça, je peux vous dire ça. Nos représentants sont dévoués à votre monde, c'est tout à fait normal. Ils sont dans leur milieu social, puis ça, je leur lève mon chapeau, puis ils ont tout notre appui pour ça. Ça, sur sa cause, donc, vous l'avez toujours appuyé. Il y a toujours eu le soutien de la FTQ Construction également. Pour ce qui est du placement syndical, d'après vous, c'est toujours inefficace pour une région comme la nôtre, là? Les syndicats l'ont fait longtemps, puis ils ont encore, finalement, le réflexe des membres ou des travailleurs, là, d'appeler son agent syndical quand on se cherche de l'ouvrage. C'est un réflexe normal du travailleur parce que ça fait partie des services d'un syndicat d'aider le plus possible son travailleur à améliorer sa vie sociale puis à améliorer sa vie monétaire. On a tous des comptes à payer. Jeudi prochain, là, on est comme tout le monde. Notre nom, ils sont tout le temps à base dans le chapeau. Là. Ça, on est chanceux là-dessus. Tout le monde est pareil. Fait que c'est sûr que nous, le but, c'est d'améliorer le sort de nos travailleurs. Maintenant, oui, les travailleurs sont proches de leurs locaux. Le système de placement, en temps et lieu, on se dira ce qu'on en pense, là. Ouais. Mais on a ça fait plus qu'un an, là. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez. C'est pas efficace, d'après vous, le passer par la CCQ comme la loi a changé, quand même, un changement important pour la FTQ Construction, ça. Ah, c'est sûr, mais on a tout le temps émis nos réserves là-dessus, puis on a encore les mêmes réserves qu'on avait dans le temps. Nous, on pense encore que les mieux placés pour connaître les travailleurs, c'était nous autres. Et on vit avec eux autres à jour mélange. Et il y a une autre chose qu'un syndicat a, c'est sûr. Un syndicat, ça a une vision sociale. Nous, on ne connaît pas juste le membre parce qu'il est capable de passer un fil ou il est capable de planter un clou, là. On sait sa vie, on sait ce qu'il vit, on sait ses besoins. Et à partir de là, regardez, le monde en tirera leur conclusion, là. Mais c'est le temps qui nous donne raison, je crois. Bon. Eh bien, Yves Ouellette, je rappelle que vous êtes directeur général de la FTQ Construction. Un gros merci pour votre disponibilité ce midi en direct à Côte-Nord Attitude. Merci à vous. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord Attitude. Que diriez-vous de célébrer la Saint-Valentin avec une magnifique soirée romantique, gracieuseté de votre 94.1 Pure FM? Courez la chance de passer une soirée inoubliable ce samedi 11 février, comprenant un souper pour 2 personnes, incluant une bouteille de vin au restaurant chez Sophie, avec transport en limousine, un certificat cadeau de 100 $ dans les cosmétiques chez Jean Coutu, un panier cadeau d'une valeur de 100 $ de Dans un jardin, un jeu sexy de la librairie Côte-Nord, ainsi qu'un bouquet de fleurs de chez Raymond Fleuriste. Vous terminerez ensuite votre soirée de rêve en passant la nuit dans une magnifique chambre au Château Arnaud. Pour participer, dites-nous le nom de votre Valentin ou de votre Valentine et qu'est-ce qui rend cette personne si spéciale à vos yeux. Par courriel au concours @purefm.com ou par message privé Facebook, sans oublier d'y inscrire vos coordonnées. Le tirage du gagnant aura lieu vendredi à 17h dans le party du vendredi. Vivez la plus belle des Saint-Valentin grâce à votre 94.1 Pure FM.
Eh bien, la direction de la santé publique est préoccupée par un nombre élevé de cas de coqueluche, notamment à Port-Cartier. On en parle avec Dr Claudette Vien, médecin conseil, dans quelques instants. Imaginez votre voyage de rêve. Et maintenant, imaginez que vous gagnez ce voyage. Résident de Sept-Îles et Port-Cartier, en cette année 2017, achetez ou vendez votre propriété avec l'équipe France Pelletier et vous pourriez gagner un crédit voyage d'une valeur de 3 000 $ vers la destination de votre choix en collaboration avec Club Voyage Côte-Nord. Détails et règlements auprès de l'équipe France Pelletier. 88 968 88 87 ou 88 766 88 88. www.francepelletier.ca. Dans la vie, il faut savoir se faire plaisir. Que ce soit avec un café de torréfaction supérieure ou un café de spécialité fait avec nos nouvelles machines, McCafé a tout ce qu'il faut pour vous combler. Goûtez à nos espressos, lattés et cappuccinos ou à notre mocha garni de crème fouettée véritable et de délicieux chocolats Ghirardelli. Et n'oubliez pas qu'avec ma carte McCafé, vous achetez 7 boissons chaudes au choix et la 8e format moyen est gratuite. McCafé, le café autrement. Dans les restaurants McDonald's du Canada participants. Détails en restaurant. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94. On va parler de coqueluche. Il semble qu'il y a plusieurs cas là qui frappent la Côte-Nord, particulièrement dans le secteur de Port-Cartier. Madame Claudette Vien est médecin. Elle est responsable des maladies infectieuses à la direction de la santé publique de la Côte-Nord. Bonjour, docteur Vien. Bonjour. On parle de plusieurs cas de coqueluche là sur la Côte-Nord, quoi. Oui, c'est ça. En fait, on a effectivement un petit peu plus de cas qu'à d'habitude. On est rendu actuellement de maladies qui sont déclarées à la direction de santé publique, 26 cas sur la Côte-Nord. Il s'agit de 14 cas qui sont vraiment confirmés par laboratoire et 12 cas qu'on appelle des cas cliniques ou des cas probables parce que les patients, quand ils se présentaient chez les médecins, avaient vraiment les symptômes très typiques de la coqueluche. Donc, c'est beaucoup. On parlait de 4 cas par année normalement pour notre région. Exactement. Donc, c'est un peu une augmentation, mais c'est pas non plus spécifique juste à la Côte-Nord. Là, il y a une augmentation de cas de coqueluche un peu partout au Québec. Et de temps en temps, il y a des petites éclosions. Il y a eu une grosse éclosion en Nouvelle-Écosse en 2015 où il y avait eu beaucoup de cas. Alors, évidemment, c'est pas nécessairement là une éclosion là qui est majeure nécessairement. On parle pas d'épidémie donc. Excédent de cas. Oui. On parle pas d'épidémie donc. C'est quand même préoccupant. Oui, c'est ça. Nous, on parle toujours d'éclosion. Là, épidémie pour nous autres, c'est quelque chose là qui est beaucoup plus grave ou plus intense. Là, quand on parle des pandémies d'influenza, par exemple, là, où c'est vraiment ça touche vraiment beaucoup de personnes. Alors, c'est quand même juste quelques cas isolés. Puis, je pense qu'il faut quand même aussi dire qu'il y a beaucoup moins de cas là, dans le secteur de Port-Cartier que dans le secteur de la Manicouagan. Ça fait déjà là une semaine ou deux qu'on n'avait plus de nouveaux cas là dans votre secteur. Pourtant, c'est très contagieux, quoi. C'est là où il faut faire attention. Souvent, on est contagieux, on le sait même pas, dans des maladies comme ça. Ben, en fait, la coqueluche, c'est une infection des voies respiratoires. Ça commence un peu par le nez qui coule, puis avec la toux. Fait que les gens, ils vont dire, bon, ben, c'est de la grippe ou un petit rhume, puis tout à coup, la toux augmente de façon assez significative avec un pic autour du 7 à 10e jour environ. Et puis, la toux peut continuer pendant 6 à 10 semaines, donc pendant des semaines et des mois. Et puis, c'est une toux qui est particulière. Là, la coqueluche, c'est vraiment une toux qui est, qu'on dit en chant de coq ou comme un aboiement, là, que c'est une toux très, très sévère. Puis, au niveau de la contagiosité, j'y reviens, c'est qu'en fait, ça se traite par des antibiotiques et on est contagieux seulement que 5 jours si on prend le traitement antibiotique, alors qu'on va rester contagieux pendant 3 semaines s'il n'y a pas de traitement antibiotique qui est donné. Alors, vous imaginez que durant toute la période, durant les 3 semaines de contagion, effectivement, on peut infecter d'autres personnes. Oui, et puis puisque ça ressemble à de la grippe, à un rhume, là, il y a peut-être des gens qui le savent pas finalement, qui iront même pas consulter pour ça? Ben, en fait, les gens, souvent, n'importe qui va faire un rhume, une grippe, 2-3 jours, ça va aller. Si la toux
s'intensifie, habituellement les gens vont consulter là. Mais effectivement, il y a des gens qui parce que les gens qui ont été vaccinés aussi vont avoir une coqueluche beaucoup moins sévère. Fait que ça va un peu changer la symptomatologie. Là, ça va être plus difficile. Puis là, ils vont dire c'est peut-être une grippe qui passe pas, tout simplement. Fait que oui, vous avez raison à ce niveau-là. Normalement, lorsqu'on a des symptômes, surtout lorsqu'on a été en contact avec des cas de coqueluche, je pense que c'est important de consulter. Oui, mais je pensais qu'on avait tous été vaccinés au Québec contre la coqueluche à un moment donné, là, dans l'histoire. On est les jeunes enfants, on vaccine, ça fait partie, c'est une maladie qui est évitable par la vaccination. Donc oui, effectivement, il y a un très bon programme de vaccination et sur la Côte-Nord, le taux de vaccination est excellent. Par contre, des fois, les jeunes nourrissons qui sont très, très à risque pour la coqueluche, en bas d'1 an surtout, vont pas avoir eu toute la série vaccinale. C'est un vaccin qui demande plusieurs doses de vaccin. Ce qui est aussi important à noter, c'est que parfois, tu as des jeunes parents qui n'ont pas nécessairement reçu une dose de coqueluche à l'âge adulte, ni les grands-parents non plus, qui vont des fois s'occuper des jeunes enfants et puis la transmission peut se faire à ce niveau-là. Fait que le message, c'est oui, si vous pensez que vous n'êtes pas adéquatement vacciné contre la coqueluche, vous pouvez demander de faire réviser au CLSC votre carnet de vaccination pour voir si c'est adéquat. Habituellement, la coqueluche est donnée avec d'autres vaccins comme le tétanos et la diphtérie, mais la composante coqueluche, des fois, est enlevée ou il y a des vaccins qui n'ont pas la composante coqueluche. Fait qu'il faut vraiment s'assurer qu'on est bien vacciné. Vous avez parlé de la situation des jeunes enfants de moins d'1 an. Est-ce qu'il y a d'autres clientèles à risque? Je pense que c'est surtout les enfants, finalement, là, qui sont à risque. Oui, en fait, les personnes qui sont plus à risque, c'est vraiment les enfants en bas de 15 ans, habituellement. Évidemment, les autres personnes à risque vont être les immunosupprimés, les patients qui vont avoir des maladies chroniques, mais c'est en bas de 15 ans et les plus à risque, ceux qui, comme je dis, peuvent avoir des complications de la coqueluche et même voir le décès, c'est vraiment les nourrissons en bas d'1 an. Les femmes enceintes, elles devraient faire attention, j'imagine, hein? Oui, en fait, dans nos enquêtes épidémiologiques, nous, lorsqu'on fait la recherche des contacts, on porte une attention très, très particulière aux femmes enceintes et aux jeunes enfants en bas d'1 an. Les femmes enceintes, surtout à la fin de la grossesse, parce que s'ils sont pour avoir la coqueluche, il y a un risque de transmission au nouveau-né, étant donné, comme je vous dis, la longue période là, de symptômes et de contagiosité. Et les adultes, finalement, ça peut arriver aussi à un adulte, là? Oui, ça peut arriver à un adulte, mais lorsqu'on a été vacciné, souvent on a une coqueluche qui est beaucoup moins forte, avec des symptômes qui sont peut-être pas aussi typiques là, qu'une vraie coqueluche. Alors, c'est pour ça que ça peut passer peut-être plus inaperçu aussi chez quelqu'un qui a d'autres maladies, qui a déjà une maladie pulmonaire ou de l'asthme. Il va peut-être penser que c'est autre chose là, finalement que de la coqueluche. Alors, c'est bien important de toujours de vérifier s'il y a eu un lien avec un enfant ou quelqu'un qui était porteur là, qui avait la coqueluche. Ouais, même si on se sent pas trop malade, on peut être contagieux, c'est là le problème. Actuellement, on est prêt à accueillir les gens là, donc à l'hôpital de Sept-Îles, par exemple, on a tout ce qu'il faut pour répondre s'il y a une augmentation de cas ou si les gens veulent vérifier leur vaccin. Oui, en fait, aussi, puis ce qu'on suggère aussi, c'est toujours en premier d'essayer de rencontrer son médecin traitant à la clinique, tout ça, plutôt que nécessairement engorger les urgences des hôpitaux. Puis, effectivement, pour faire vérifier le carnet de vaccination, c'est au CLSC. Sinon, vous me dites du côté de Port-Cartier, la situation serait moins inquiétante qu'à Bécomo. Là, il n'y a pas eu de cas tout récemment, donc on pense que c'est passé, quoi? Oui, on pense que peut-être le secteur de Port-Cartier, en tout cas, ça s'en va en descendant. Là, ça semble être un petit peu mieux contrôlé parce que l'éclosion a quand même commencé dans le mois de décembre, là, juste un petit peu avant Noël. Là. Fait que à ce stade-ci, je pense que c'est assez bien contrôlé dans votre secteur. Eh bien, Dr Claudette Vien, on vous remercie beaucoup pour ces précieux conseils. Je rappelle que vous êtes médecin conseil en maladies infectieuses à la Direction de la santé publique de la Côte-Nord. Un gros merci pour l'entrevue. C'est beau, bonjour. Attitude.
Les vedettes vous fascinent? Vous voulez tout savoir sur la vie trépidante de vos artistes préférés? Quels sont les potins du jour? La capsule Monde de Stars. Pure FM. Ici Chloé Patry Robitaille, je vous donne un rendez-vous en fin de journée du lundi au vendredi afin de vous livrer les nouvelles showbiz qui font l'actualité sur le site mondedestars.com. Musique, cinéma, art et spectacle, vous serez les premiers informés. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. La capsule Monde de Stars. 94.1. Besoin de plus de raisons de conduire l'imbattable F-150? Pourquoi pas une solide carrosserie en alliage d'aluminium de niveau militaire avec des caractéristiques intelligentes comme le Pro Trailer Backup Assist et un moteur EcoBoost puissant et économique? En ce moment, Ford prolonge ses rabais de fin d'année jusqu'au 28 février avec 10 000 $ en rajustement de prix totaux incluant 1 000 $ en boni de fin d'année sur les F-150 2016 neufs sélectionnés. C'est une valeur imbattable. Visitez trouvervotreFord.ca. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Valérie, ça devait se faire hier, le dévoilement de la programmation du Festival des Hivernants, mais la tempête a forcé le report à ce matin du point de presse au Vieux-Poste. Faisait beau au Vieux-Poste ce matin, un peu froid. Ouais, c'est un petit peu, pas à l'intérieur, là. À l'intérieur de la chapelle du Vieux-Poste, il faisait pas froid. C'est sûr qu'à l'extérieur, c'est autre chose. Mais tu sais, quand on prépare un festival d'hiver, justement, parfois il y a Dame Nature qui s'en mêle. Et, ça donne ce qu'on a vécu aujourd'hui avec la conférence de presse pour le Festival des Hivernants. Entouré de gens chaleureux, je suis sûr, qui sont à l'organisation. Les emmener en studio, d'ailleurs. Oui, effectivement. Donc, on reçoit Julien Pichery, qui est le coordonnateur au Festival des Hivernants. Bon midi. Bonjour. Et on a également Lauriane Tardy, qui est avec nous, qui vient représenter, en fait, Tu es aux communications chez Tourisme Sept-Îles, mais aussi chez Développement économique Sept-Îles, qui fait également partie... Et à la Corpo de l'environnement, la dernière fois qu'elle est venue nous voir, c'était un concours Facebook de la Corpo de l'environnement. Ouais, c'est rendu une habituée de Côte-Nord Attitude, finalement. Et là, ce matin, vous avez présenté la programmation de cette 2e édition. Et moi, vraiment, ce que j'ai remarqué, c'est que la programmation, je la trouve plus riche, je la trouve plus dense que la première édition l'année dernière. C'est bien normal, là, j'imagine que c'était ça le but aussi, là. Oui, tout à fait. On a travaillé dur cette année, et puis ce qui nous a permis d'allonger un petit peu le festival, donc sur une 4e journée. Donc il y aura aussi des événements le jeudi. Donc pour toute la fin de semaine, la première fin de semaine du mois de mars. Donc une programmation aussi où on a beaucoup impliqué la culture Innu. Ça devait être quelque chose qui était très important pour vous aussi d'amener les communautés avec nous dans ce festival-là. Oui, vraiment. Puis comme on voit dans la programmation, c'est presque moitié-moitié Innu à l'automne. Et c'était vraiment important pour nous. On a Jonathan Grégoire qui travaille pour le Centre d'amitié autochtone qui nous donne un très, très grand coup de main de ce côté-là. Alors, on compte vraiment sur lui, puis il fait un excellent travail. Vraiment. Donc, la programmation, parlez-nous-en un petit peu. Comme tu le disais tout à l'heure, Julien, ça commence le jeudi. Il y a 4 grands thèmes, là, puis on le voit aussi sur le programme que vous nous avez distribué. Musique, sport, plein air, art. On veut vraiment miser là-dessus au Festival des Hivernants. Oui, tout à fait. Juste pour faire le tour un petit peu au niveau musique, c'est quand même nos grosses têtes d'affiche en soirée à chaque fois. Donc le jeudi, ça a commencé avec Mathieu Vachon. Mathieu qui vient donc de Ouachat-Malio, qui est vraiment un local, qui sort un EP. Et donc le jeudi, nous, pour vraiment l'inauguration du festival, c'est Mathieu qui a présenté son nouvel EP. Donc ça, c'est notre événement. Il l'a enregistré dans la chapelle du Vieux-Poste. Donc il retourne dans la chapelle et puis il va nous jouer quelques-unes de ses tunes. Il y a aussi, le vendredi, ça, moi, je pense que j'ai vraiment hâte à ça, du DJ à l'extérieur, Jean. Ah oui? Ouais, comme un... Avec Estu. Oui, exactement. Comme un igloo fest, dans le fond, ça va ressembler à ça. Estuardo va se la geler, finalement, non? On espère que non, là, mais en tout cas, il y a du VJing aussi qui sera proposé, donc en animation sur le mur de glace, un petit peu, pour que ça bouge. Et puis, Estu, qui est bien connu des Sept-Îliens puis de la région, donc il sera aussi présent avec nous. Et donc Estu clôturera la soirée du vendredi. Un petit peu avant, on aura Pedapan, qui est un groupe Inuit Pessamit, qu'eux ils font plutôt folk country. Et puis avant, Kevin Landry, qui fait partie de nos têtes d'affiche du festival pour le vendredi, donc il viendra du Saint-Pierre, pour nous faire un petit spectacle avec 2 de ses musiciens.
Il y a aussi le samedi, ça aussi ça pique la curiosité là, ça s'appelle Maz, c'est du trad acoustique puis du jazz électrique. Moi je pensais pas qu'on pouvait mixer les deux là. Ouais, tout à fait, mais eux ils le font vraiment bien. C'est un petit peu étonnant au début quand j'ai vu le descriptif, je suis waouh, qu'est-ce que ça va donner? Mais je recommande au monde d'aller voir un petit peu sur internet ce que ça donne. C'est vraiment un mélange de jazz et puis d'électro. Donc ils sont vraiment très très dynamiques sur scène, donc avec des instruments avec lesquels on s'attend pas à ce que ça rende ça, mais c'est très dansant et ça marche vraiment bien, Maz. Il y a Michel Villeneuve aussi, tout ça, mais moi je trouve que ce qui ressort de cette programmation musicale-là, c'est qu'on veut vraiment, en tout cas moi je sens que ça va être un party là en soirée. Ben c'est ce qu'on espère en fait, puis c'est un peu ce qu'on a voulu donner dans la programmation. Autant le jeudi pour l'ouverture officielle que pour le vendredi et le samedi, on est dehors, il va probablement faire un peu froid, mais on veut faire bouger les gens. On veut justement qu'ils dansent avec nous. On a Tamti Delam qui va nous faire danser un 7 carré. Le jeudi, il va y avoir un powwow avec les Inuits. Donc, c'est vraiment des activités qui bougent, là. Donc, on veut s'approprier l'hiver aussi. Moi, c'est ça que je trouve intéressant du Festival Les Hivernants parce que, tu sais, on se le cachera pas, là. L'hiver, il peut être long, là, à cette île. Donc, de couper ça puis de mettre un festival d'hiver, c'est une bonne idée, là. C'est ça qu'on veut se réapproprier cette saison-là qui est un peu mal aimée, finalement. Oui, tout à fait. Et puis justement, là, pour bien se la réapproprier, il n'y a pas que les activités du soir, il y aura aussi pas mal d'activités en journée. Donc surtout le samedi. Le samedi où on aura à la fois un tournoi de hockey-bottine qui est organisé donc dans le Vieux-Poste. Et puis on a des ateliers de perlage, de tissage qui eux seront par contre à l'intérieur. Mais on aura aussi en extérieur un concours avec panache, donc un concours de sculpture. Donc il y aura des inscriptions qui vont sortir bientôt. Donc des équipes seront formées, chacun aura un bloc de neige et puis petit concours de sculpture à l'extérieur. Donc c'est une belle manière aussi de se réapproprier l'hiver. Et puis aussi on aura les Givrés de cette île, qui est une nouvelle équipe de canot de glace qui vient de se monter en ville. Donc eux autres seront là aussi pour nous montrer leur canot. Puis peut-être que le canot bougera un petit peu, on aura l'occasion de tester qu'est-ce que vraiment le canot à glace. Ça va nous rappeler les Jours rouges qui a duré 16 éditions d'un bonnes années de cette île. Vous autres, vous êtes trop jeunes. Lauriane, elle doit pas se rappeler de ça, les Jours rouges, là. Mais ceux qui ont mon âge puis qui sont à cette île depuis longtemps se rappellent du Festival des Jours rouges. C'est les sculptures de neige qui étaient très le fun, très impressionnantes. On va essayer de recréer ça. Puis c'était festif aussi, les Jours rouges. Il y avait plein d'occasions de fêter. Ben oui, c'est ça qu'il faut être festif. Moi, je veux absolument qu'on parle aussi de la journée du dimanche. Ouais. Qui sera une journée gratuite, une journée familiale. On mise vraiment là-dessus. Ouais. Oui, vraiment. Ben nous, c'était important pour nous. C'est la journée la plus familiale. Puis, c'est important pour nous de donner accès à tout le monde. Donc, gratuitement, le dimanche. Sinon, les laissez-passer sont disponibles en ce moment à la Maison du tourisme ou au Musée régional de la Côte-Nord. Sont au coût de 15$ pour les 4 jours de festivités. Sinon, les gens peuvent payer à la journée. C'est 10$ par jour. Donc, mais il n'y a pas une grosse différence avec le laissez-passer non plus. Puis, on a accès à tous les jours. C'est pas cher. Là, non, c'est assez raisonnable pour tout ce qu'il y a dans la programmation. Effectivement, on peut pas passer sous silence non plus cette association avec la microbrasserie Saint-Pancrace de Bécomo. Moi, je le vois passer souvent. Là, c'était ce concours où on veut donner un nom à cette bière qui a été brassée spécialement pour le festival. Y a-t-il des bons noms là qui sont ressortis? Ouais, il commence à y avoir des bons noms. Là, justement, on a discuté avec Saint-Pancrace. Là, le choix va être super difficile, mais le concours est encore ouvert, donc il peut y avoir des nouveaux noms qui ressortent. Mais déjà, il y a des excellentes propositions. Les Sept-Îliens sont créatifs. Ouais, il y a vraiment des bonnes idées. Puis l'histoire est riche, donc il y a quand même beaucoup de choses à en retirer. Et puis il y a quand même donc des passes à gagner, des bières aussi à gagner, donc ça vaut le coup de participer. Ouais, tout à fait. Donc ça se passe sur Facebook, le Facebook du Festival des Hivernants, si je me trompe pas. D'ailleurs, Saint-Pancrace seront présents au festival. Ouais. Il y aura aussi des restaurateurs qui sont là parce que moi, tu sais, une fête, ça passe aussi par la bouffe, là, pas le choix. Donc il y a des restaurateurs qui seront là au festival. C'est ça, parce que comme les activités, certains après-midi, puis surtout toute la soirée, le but c'est que le monde puisse aussi se désaltérer et puis manger sur place. Donc on a 2 restaurateurs invités qui sont Tartinet Babeur ainsi que le marché Napoléon qui vont nous proposer de la nourriture traditionnelle sous tente. Ça va vraiment être convivial. Donc il y aura tout ce qu'il faut pour vraiment passer toute la soirée sur place. Il y a une thématique aussi, ça a bien fait rire là ce matin quand vous en avez parlé, mais on invite les gens à sortir les casses de poils, les chemises carottées. Donc vraiment thématique poils et carottés cette année. Toute la fin de semaine. L'année passée, on avait exploité ce thème-là pour le vendredi soir. Puis là, on s'est dit pourquoi pas expansionné pour toute la fin de semaine. Donc, on invite les gens à s'habiller en carotté, foulard carotté, chemise carottée, les ceintures fléchées, c'est plutôt rare, hein? Ça prend plusieurs semaines. Non, mais imagine, c'est une ceinture fléchée. C'est ça, c'est encore mieux.
Mais si vous achetez le pass à $15, il y a un petit porte-clés en ceinture fléchée qui est offert, qui est vraiment joli, là, vous pourrez mettre sur votre sac ou autre. C'est la passe, en fait. Ouais. La ceinture fléchée vous donne accès au site. Donc, c'est vraiment... C'est un beau clin d'œil. Ouais. Je regarde votre programmation musicale, là, puis si je compare à l'an dernier, je serais porté à vous poser la question. On n'a pas invité d'artistes de l'extérieur comme Nicolas Pellerin qui était là l'an dernier, mais je trouve que vous avez pris le meilleur partout sur la Côte-Nord. Kevin Landry au Havre, c'est la grosse vedette artistique. Michel vient de Port-Cartier, c'est un artiste bien connu. Vous avez été chercher les meilleurs groupes un peu partout sur la Côte-Nord. Ça devient un beau festival de régional. Merci beaucoup. Il y a Mas qui vient d'un petit peu plus loin aussi, là. Mais c'est vrai que nous, le but, c'est vraiment que les gens de la place se reconnaissent puis s'approprient vraiment l'événement. Et avec des groupes qu'on connaît, quelques découvertes quand même, mais de valoriser aussi tous nos artistes locaux qu'on a, parce qu'on a vraiment sur la Côte-Nord puis qui sont bons dans ce qu'ils font. Donc c'est vraiment le but du festival. Et c'est d'exploiter un site totalement enchanteur, autant en été et surtout en hiver, je dirais. Là, franchement, ça donne un tout autre cachet. Oui, il y a vraiment un cachet spécial en hiver, effectivement. Particulièrement cette année, c'est beau, il y a plein de neige partout. Il va en tomber d'autres en plus d'ici le festival, sans doute. Là, pas pour vous donner de la misère, mais pour que ça reste beau. Oui. Ben, en fait, là, les installations commencent là, avec le mur de glace et tout ça. On est en train de gérer ça, là, puis ça va super bien. Ben oui, on l'a expérimenté au Ciné 7. Il y avait pas mal de monde d'ailleurs pour la projection familiale. On va s'en souhaiter autant pour le Festival des Hivernants. Tout à fait. Oui. Deuxième édition du 2 au 5 mars prochain. Et on invite tout le monde, bien sûr, à aller participer à ces activités-là. Une belle programmation bonifiée cette année. Puis je pense que tout le monde va y trouver son compte là-dedans. Programmation qui est disponible un petit peu partout. Oui, puis j'invite les gens vraiment à nous suivre sur notre page Facebook parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, là, qui vont sortir par rapport au festival. Donc, si vous voulez rester bien informé, là, c'est l'endroit vraiment où aller. Donc, Julien Pichery, qui est le coordonnateur du Festival des Hivernants, et Lauriane Tardy, qui est aux communications, tourisme Côte-Nord également, du côté de développement économique Sept-Îles. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans Côte-Nord Attitude ce midi. Merci beaucoup. Dans quelques instants, pour conclure Côte-Nord Attitude, on reçoit une belle gang de jeunes de l'école privée, l'Institut d'enseignement de Sept-Îles, qui présente Secondaire en spectacle demain soir. Côte-Nord Attitude. Déroule le rebord et de retour chez Tim Hortons et cette année on fête ça avec un grand feu d'artifice. Je peux-tu les partir? Pas tout de suite. Vous pourriez gagner de nouvelles Honda Civic coupées. Là, je peux-tu? Pas encore. Des téléviseurs UHD 4K de LG. Pis là? Non. Des cartes prépayées CIBC de 5000 $ et des millions de cafés et de prix alimentaires. Là, tu peux. Wouhou! Déroule le rebord pour gagner chez Tim Hortons. On fête ça en grand. Aucun achat requis. Chance approximative de gagner sont de 1 sur 6. Le concours prend fin le 14 avril ou jusqu'à épuisement des gobelets du concours. Règlement dans les restaurants. Côte-Nord Attitude. Pure FM 94. Hier, c'était Cégep en spectacle dans le hall du collège à Sept-Îles. Maintenant, on va parler du concours secondaire en spectacle qui se poursuit. Il y a d'ailleurs le show de l'IASI là, qui a lieu demain soir, vendredi le 10 février, au petit théâtre du centre socio-récréatif à 19h. Tout le monde est invité. Pour nous en parler, Mélissa Chénard, qui est d'école, qui est responsable un peu du programme à l'Institut d'enseignement de Sept-Îles. On a aussi 3 jeunes avec nous, Maya Pouty, Maude Lapierre et Simon Leblanc. Bonjour, bienvenue tout le monde. Bonjour Jean. Alors on va parler de IASI en spectacle demain soir. Mélissa, d'abord peut-être rappeler, là, c'est un concours qui nous amène vers une finale régionale après ça et même une finale provinciale pour les jeunes qui seront performants. Oui, ben en fait, le concept de secondaire en spectacle, évidemment, c'est de passer ou tenter de passer au travers des 3 étapes, c'est-à-dire la finale locale, donc la finale de chacune des écoles, puis ensuite les régionales, puis ensuite le rendez-vous pan-québécois. Donc c'est ça, nous on commence par notre finale de l'école, mais avant tout, c'est vrai qu'il y aura des gagnants, mais c'est un show d'école où chacun a la chance de participer à peu près toutes les étapes d'organisation d'un spectacle. Oui, en même temps, c'est un programme complet, hein. Il y a des jeunes qui s'impliquent dans l'organisation, d'autres qui seront sur scène, d'autres derrière la scène, au niveau technique et tout ça. C'est dynamique et formateur pour vos jeunes. Tout à fait.
c'est vraiment une belle chance, comme ce matin, qui ont de venir à la radio. Ça fait partie d'une des disciplines, dans le fond, où qui peuvent participer dans l'organisation. On va parler à Maude Lapierre d'abord. Là. Maude, toi, tu t'occupes des communications pour l'IASI derrière ce spectacle-là. Là, t'es journaliste aujourd'hui. Oui, je suis journaliste radio, puis je m'occupe aussi de la technique, plutôt technique de son pendant le spectacle. Je suis derrière la scène. Je vais aider à mettre les objets sur la scène, puis à faire la technique de son, les lumières, tout ce qui est de même. Qu'est-ce que ça fait une journaliste radio à l'IASI? Est-ce que vous avez une radio à l'école? Oui, on a recommencé la radio étudiante à l'école, que j'anime aussi avec Simon. Puis on a les techniciens aussi dans la radio étudiante. Vous faites des émissions entre les périodes là et puis sur l'heure du midi quoi? Ouais, on a fait plutôt sur l'heure du midi, puis on a 45 minutes pour faire une émission. Ah ben quand même, ça demande de la préparation aussi. Qu'est-ce qui te motive à faire ça? Tu voudrais faire mon métier plus tard? Oui, je pense que je vais vraiment faire ce métier-là plus tard. Et à l'Institut d'enseignement de Sept-Îles, là, ça devient une belle école, pas juste dans les classes, comme ça, en parascolaire aussi. Ouais. Maya, toi, tu fais quoi? Maya Pouty, dans le spectacle là, demain soir au Centre sociaux? Moi, je vais être l'organisatrice du spectacle. On va préparer tout ce qui est de la mise en scène, dire qu'est-ce qui va arriver, les personnes qui vont jouer de la musique aussi durant la délibération des juges pour les gagnants, la billetterie et tout. Donc, c'est ça. Les organisatrices, souvent, ça travaille plus fort avant que quand l'événement arrive là, le soir même. Ça fait déjà un petit bout de temps que vous préparez ça, hein? Oui, quand même. Et puis, qu'est-ce qui t'a motivé à t'impliquer dans l'organisation d'un événement comme IASI en spectacle? En fait, je pouvais pas participer au concours puisque durant la finale régionale, je serai absente. Mais ça m'a permis de m'impliquer quand même d'une façon pas d'être dans le concours, mais vraiment de préparer les autres à faire le concours puis de les aider là-dedans pour que je puisse m'impliquer quand même. Ouais. Est-ce que ça a été un gros défi? Ça a été difficile d'organiser le spectacle? En fait, au début, c'est plutôt Mme Mélissa qui s'en est occupée parce que on n'avait jamais fait ça, donc on connaissait pas grand-chose là-dedans. Mais c'est sûr que si je recommence l'année prochaine, ça va être de plus en plus de travail, puis à la fin, ça pourrait devenir vraiment intéressant. Simon, toi aussi, je pense que tu es impliqué surtout au niveau de l'organisation ou tu vas être sur scène demain soir, là? Oui, moi, je suis dans l'organisation avec Maya, mais demain, je vais être sur scène pour présenter le spectacle, puis comment je pourrais dire, finalement, tu vas présenter chacun des numéros. Ouais, à la fin, je vais dire au monde qu'est-ce qui va se passer. Je vais faire des annonces. On a 2-3 annonces à faire pendant le spectacle. Puis c'est ça, divertir un peu. Toi, avec des petites touches d'humour des fois. T'as vu donc toutes les étapes, les répétitions, t'étais là. Est-ce qu'on a un bon spectacle à offrir aux gens demain soir, là? Oui, pour ce que j'ai vu, moi, je trouve que c'est comme l'année passée, c'était un vraiment beau spectacle, mais cette année aussi, je pense que le monde vont pas être déçus d'assister à ce spectacle-là. Puis toi, tu sais déjà qui va gagner, là. T'as ta petite idée, hein? C'est sûr que je me suis fait des petites idées, là, mais en même temps, on n'a pas nécessairement vu c'est quoi tous les numéros. On a une idée d'avance qu'est-ce qui va se passer, mais je veux dire, ça va rester aussi une surprise pour nous, chaque numéro. Parce que ce qui est particulier avec Secondaire en spectacle, c'est que c'est vraiment les jeunes pour les jeunes artistes, là, ceux qui participent au concours en tant que tel, c'est eux qui montent leurs numéros. Comme moi, par exemple, j'ai vu une fois chaque numéro pour casser la glace, mais il n'y a pas de travail avec eux sur leur numéro. C'est complètement eux, donc ils sont 100% autonomes. Donc, comme Simon disait, on connaît nos jeunes, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont présenter le final au niveau visuel puis tout ça. Donc ça va être une surprise. Et je sais que les jeunes s'impliquent là-dedans là avec sérieux, même si c'était en dehors des heures puis que c'est leur spectacle finalement là qui peuvent faire ça à leur façon un peu comme ils veulent. On le fait aussi une organisation sérieuse. On a fait appel à un jury de l'école de musique d'ailleurs. Pas un jury. Durant la délibération, les enseignants de l'école de musique vont assurer la musique pour divertir le public. Par contre, au niveau du jury, on a Éric Martin, qu'on connaît très bien, journaliste culturel. On a Sarah Michel Thériault, qui est coordonnatrice à l'animation, à l'intervention en loisirs au Cégep. Puis on aura Jean-Pierre Delvecchio,
qu'on connaît comme enseignant au primaire, mais comme un musicien passionné aussi. Toi, t'as fait beaucoup de musique dans ta vie, Mélissa. Les arts, c'est important pour toi. Oui. À l'école, dis-moi, quelle forme ça prend? Il y a une concentration pour les arts. Je sais qu'il y en a une, entre autres, en arts visuels, mais pour la musique, là, on fonctionne comment à l'IASI pour intéresser nos jeunes? Ben, il faut rappeler qu'à l'IASI, tous les jeunes de l'école sont dans un programme. On a 8 choix, 4 sports puis 4 arts. Donc, dans les arts, on a les choix art dramatique, musique, multimédia pour les arts visuels, puis l'art plastique. Donc, c'est sûr que ça rassemble énormément de jeunes, les arts, puisque on a beaucoup d'artistes. Puis ce qui est intéressant dans Secondaire en spectacle, c'est que c'est un lieu où tous ces jeunes artistes-là peuvent se rassembler dans un même projet. Donc, évidemment, c'est important. Puis, d'ailleurs, on aura une annonce particulière à faire durant la soirée Secondaire en spectacle concernant nos 4 programmes d'art. Ben, tout ça, c'est demain soir, le 10 février, au Petit Théâtre du Centre socio-récréatif à 19h. Ça coûte 8$ seulement pour avoir accès au spectacle de nos jeunes de l'Institut d'enseignement de Sept-Îles. Donc, les billets sûrement à la porte, là, qu'il y en aura disponibles. S'il y en reste, oui. Mais d'ici là, on peut aller au secrétariat de l'école, parce que c'est quand même pas si grand que ça, le Petit Théâtre, là, au centre socio. Il y en aura certainement quelques-uns. Et toi, t'as espoir de voir des jeunes de l'IASI passer à l'étape suivante, la finale régionale. Ça se passe où cette année? À Bécomo, le 7-8 avril. C'est sûr qu'on a des bons espoirs, puisque l'an dernier, on a reparti Secondaire en spectacle. Ça faisait 6 ans qu'on n'avait pas à l'école. Puis l'an dernier, nos 3 numéros de l'IASI, qui ont été au régional, ont tous les 3 remporté des prix. Donc, on était vraiment choyés. Puis cette année, je pense que on a des jeunes qui sont passionnés vraiment d'art à l'école. Là. Ben, c'est à suivre. La compétition peut être vive, hein? On sait qu'il y a aussi d'autres écoles secondaires, juste à Sept-Îles. Je pense que les jeunes de Jean du Nord, Manic, même des écoles Inou, je sais pas si Manicanétiche participe cette année, là, non, mais il peut y avoir de la compétition même à Sept-Îles. Mais c'est un beau lieu d'échange au régional entre toutes ces écoles-là. C'est vrai qu'il y a de la compétition, mais il y a aussi des ateliers, de la formation. Donc, ça va plus loin que le niveau compétitif. C'est ce qui est intéressant aussi. Eh bien, Mélissa, Maya, Maude et Simon, un gros merci pour votre passage à notre émission Côte-Nord Attitude aujourd'hui. Et ça complète cette émission du jeudi 9 février. Ça complète aussi notre semaine à Côte-Nord Attitude. On vous rappelle que le vendredi matin, là, sur notre site Facebook, on met un lien vers toutes les entrevues qu'on a diffusées au cours de la semaine à cette émission d'actualité et d'affaires publiques. Valérie Dionne a passé toute la semaine avec moi cette semaine. Gros merci, Valérie, pour tes 4 collaborations. Ça fait plaisir, Jean. Qui s'ajoutent à ton travail d'animatrice le matin et le soir. Merci beaucoup. Merci à toi. Et voilà, donc je vous souhaite une excellente fin de semaine. Au revoir.